Imagine que tu ouvres ta fiche de paye et que tu vois le même montant, mois après mois, mais ton loyer, lui, il a augmenté. Ton plein d'essence, il pèse plus lourd. Ton ticket de caisse, il s'allonge. Tu te dis que pour s'en sortir, il faudrait peut-être une promotion ou changer de boulot. Mais là, depuis quelques mois aux États-Unis, dans des entreprises comme Walmart ou certaines banques, ils ne recrutent plus de juniors pour certaines tâches administratives. Ils ont déployé des agents IA. Ce ne sont pas des robots qui font une action, mais des logiciels qui exécutent des processus complets. Traiter une facture de A à Z, répondre à 80% des demandes clients, gérer la paie des intérimaires. Des postes entiers de débutants, ceux qui étaient souvent la porte d'entrée vers un CDI stable, sont en train de se volatiliser. Et cette vague, elle n'est pas qu'une histoire de Silicon Valley. Elle arrive ici et elle va redéfinir qui garde un salaire et qui se retrouve sur le carreau. En France, le problème, il a un visage. C'est celui du gars en CDD dans le back-office d'une grande mutuelle à Nantes qui passe ses journées à saisir des attestations de remboursement. C'est celui de la femme dans un centre d'appel près de Lille qui enchaîne les appels pour prendre des rendez-vous médicaux. C'est l'employé administratif d'une mairie de taille moyenne qui classe des dossiers d'aide sociale toute la journée. Ces boulots, souvent précaires, mal payés, mais stables, c'est la colonne vertébrale de l'emploi dans nos villes moyennes et nos périphéries. C'est souvent le seul poste qui recrute sans besoin d'un diplôme prestigieux. La menace, c'est que ces tâches sont parfaitement lisibles pour une IA, répétitive, basée sur des règles, avec des documents standardisés. Un agent IA, aujourd'hui, peut déjà extraire les données d'une feuille de soins. Vérifier les plafonds de remboursement et émettre un virement. Sans pause, sans erreur de saisie 24h24. Pour une mutuelle, l'équation est simple, un salaire, des charges sociales, un espace de bureau, contre un abonnement logiciel. Qui coûte peut-être l'équivalent de 2 SMIC par mois, des postes entiers de débutants, ceux qui étaient souvent la porte d'entrée vers un CDI stable pour des milliers de gens, sont en train de se volatiliser. La menace, c'est que ces tâches sont parfaitement lisibles pour une IA, répétitive, basée sur des règles, avec des documents standardisés. Elle arrive ici et elle va redéfinir qui garde un salaire et qui se retrouve sur le carreau. Le calcul est vite fait. Le vrai drame, c'est que ces postes étaient des amortisseurs sociaux. Ils permettaient à quelqu'un avec un bac pro ou un BTS de payer un loyer modeste, une voiture pour aller bosser et de faire ses courses au supermarché du coin. Si ces postes fondent, c'est toute une économie locale qui tremble. Moins de gens qui déjeunent à la boulangerie du coin, moins de gens qui font le plein à la station-service de la zone commerciale, plus de pression sur le RSA et les aides. On parle de centaines de milliers d'emplois, peut-être plus. Pas demain, mais dans les 5 à 10 ans qui viennent. Et pendant ce temps, à Paris ou dans les métropoles, les cabinets de conseil et les sièges sociaux recrutent à tour de bras des prompteurs, des chefs de projet IA. Eux, ils utilisent l'outil. Leur salaire augmente. Mais dans la France des zones pavillonnaires et des centres-villes qui se vident, on est en train de former une génération à des boulots qui risquent de n'exister plus quand ils auront leur diplôme. La fracture, elle est déjà là, elle est géographique et elle est sur le point de devenir existentielle. Pour comprendre l'ampleur du choc, il faut regarder ailleurs, là où la vague a déjà déferlé. Regardons du côté de la Suède. Là-bas, ils ont une culture de la négociation entre patrons et syndicats très forte et ils ont vu l'automatisation arriver très tôt. Plutôt que de se battre contre les machines, ils ont fait un pari, former massivement les employés menacés pour qu'ils pilotent ces nouvelles technologies. Prenons un exemple concret. Dans une grande banque suédoise, les conseillers clientèle de première ligne, ceux qui traitent les demandes de prêts standards, ont vu leurs tâches être automatisées à 70%. Au lieu de licencier, la banque et les syndicats ont mis en place un plan sur 2 ans. Formation payée, temps de travail aménagé, le conseiller qui passait son temps à remplir des formulaires en ligne a appris à analyser des cas complexes, à gérer le relationnel pour les clients mécontents, à utiliser les outils d'analyse de données pour proposer des produits adaptés. Son job a changé. Il est passé de l'exécution à la supervision et à l'expertise. Résultat, sa valeur a augmenté, son salaire a suivi. Il n'est plus interchangeable avec un logiciel, il travaille avec le logiciel. Mais il y a un gros mais. Ça a fonctionné en Suède parce qu'il y a eu un investissement énorme de l'entreprise et de l'État dans la formation continue. Et surtout parce que ces employés étaient déjà bien syndiqués avec un niveau d'éducation de base solide, la fracture là-bas s'est creusée autrement entre ceux qui ont eu accès à ces programmes de reconversion, souvent dans les grands centres urbains, et les travailleurs des régions plus rurales ou des petites villes où les entreprises sont moins structurées pour offrir ce genre de parcours. Pour eux, la transition a été plus rude. Certains ont dû se reconvertir dans des métiers manuels, d'autres ont vu leur statut se précariser. La leçon suédoise, c'est que ça peut marcher, mais à une condition, il faut un filet de sécurité sociale et de formation hyper solide. Et une volonté politique de ne laisser personne sur le bord de la route. Une condition qui, en France, avec notre chômage de masse et notre formation professionnelle en lambeaux, fait déjà doucement sourire. Mais d'autres pays ont pris une voie radicalement opposée, avec des conséquences bien plus brutales. Maintenant, traversons l'Atlantique aux États-Unis.
États-Unis, pas à San Francisco, mais dans le cœur industriel, l'Ohio ou la Pennsylvanie. Là, l'histoire est différente. Quand les grands groupes de logistique, de téléphonie ou de services financiers ont déployé des IA pour automatiser les centres de relations clients ou la gestion des stocks, ils l'ont fait sans filet. La logique était purement financière. Un poste supprimé, c'est un coût en moins sur le bilan trimestriel. Prends le cas de Sarah, une ancienne employée d'un centre d'appel pour une compagnie d'assurance dans l'Indiana. Sarah, une ancienne employée d'un centre d'appel pour une compagnie d'assurance dans l'Indiana. Une ancienne employée d'un centre d'appel pour une compagnie d'assurance dans l'Indiana. Prends le cas de Sarah, une ancienne employée d'un centre d'appel pour une compagnie d'assurance dans l'Indiana. Son job, c'était de traiter les déclarations de sinistres simples, comme un pare-brise fissuré, un processus clair, des formulaires en ligne. L'entreprise a installé un agent IA qui peut analyser les photos de dégâts, remplir le rapport et lancer le remboursement en quelques minutes. Sarah et 300 de ses collègues ont été licenciés en 6 mois. La conséquence, c'est une descente aux enfers rapide. Sans diplôme universitaire et avec une expérience qui devient obsolète, Sarah s'est retrouvée avec des options limitées. Un job dans la grande distribution. La différence 10 000 $ par an, c'est ce qui payait la garderie de son fils et le remboursement de sa voiture. Elle a dû déménager dans un appartement plus petit, plus loin de son travail. Son budget course est devenu une source d'angoisse permanente. La leçon américaine, c'est celle d'une automatisation sauvage. Elle a créé des poches de désert économiques dans des régions déjà fragiles. Les métropoles où siègent les entreprises tech ont prospéré, mais les périphéries et les petites villes ont absorbé le choc. La bataille n'était pas entre l'homme et la machine, mais entre les actionnaires qui voulaient des économies rapides et des milliers de Sarah qui ont tout perdu. Et cette approche purement court-termiste nous guette aussi. Mais il existe une troisième voie, plus surprenante, venue d'un pays qu'on n'attendait pas. Le modèle inattendu, il ne vient pas d'un pays riche, mais d'un pays qui a dû innover par nécessité, l'Estonie. Ce petit pays balte a subi une saignée démographique après la chute de l'URSS. Ils se sont retrouvés avec une population vieillissante et une pénurie de main-d'œuvre, surtout dans l'administration publique. Au lieu de tout externaliser ou de laisser les services se dégrader, ils ont fait un choix radical, utiliser l'IA pour augmenter chaque employé public, pas le remplacer. Prends l'exemple d'un agent municipal dans une petite ville estonienne. L'IA traite les données complexes en arrière-plan, lui permettant de se concentrer sur l'humain et les besoins spécifiques des citoyens. C'est une transformation profonde qui redonne du sens au travail administratif tout en améliorant l'efficacité du service public. L'Estonie prouve que la technologie peut être un levier d'inclusion plutôt qu'un outil d'exclusion sociale. Avant, il passait 80% de son temps à traiter des demandes de permis, à vérifier des pièces justificatives, à classer. Un travail de fourmi mal payé et qui ne recrutait plus personne. L'État a développé des assistants IA intégrés directement dans leur logiciel. Maintenant, quand un citoyen dépose une demande en ligne, l'IA vérifie automatiquement la complétude du dossier, croise les données avec d'autres registres et pré-remplit le rapport pour l'agent. Le job de l'agent a changé, il ne fait plus de la saisie, il fait du contrôle qualité, du relationnel pour les cas litigieux et de la médiation. Son expertise humaine est devenue centrale. Et surtout, ça a permis de maintenir des services publics de qualité même dans les zones rurales éloignées de Tallinn, la capitale. L'agent garde son salaire, son statut et il n'a plus l'impression de faire un travail abrutissant. La leçon estonienne, c'est que l'IA peut être un outil pour rééquilibrer la fracture territoriale, pas l'aggraver. En déchargeant les tâches répétitives, elle rend les postes de la fonction publique en province plus attractifs et plus valorisant. Ça évite la fuite des cerveaux vers la métropole. Bien sûr, ça a demandé un investissement initial massif dans la formation et la numérisation, une volonté politique de longue haleine, mais ça montre qu'avec une vision claire, on peut utiliser la technologie pour préserver l'emploi local et la qualité de service. Alors, en France, on en est où? Est-ce qu'on a une vision ou est-ce qu'on subit? Pourquoi ces pays ont-ils pris des chemins si différents? C'est pas une question de technologie. Ils ont tous les mêmes logiciels. La différence, elle est dans la culture du travail, dans l'histoire sociale et surtout dans qui décide. En Suède, la culture de la négociation est ancrée, les syndicats sont puissants et présents dans l'entreprise. Quand la direction a parlé d'automatisation, ils étaient autour de la table. La discussion n'était pas combien de postes on supprime, mais comment on transforme ces postes pour qu'ils aient encore de la valeur. C'est un héritage historique. L'idée que le progrès technique doit bénéficier à tous, pas seulement aux actionnaires. Pour un employé suédois, ça veut dire qu'il peut envisager l'avenir sans avoir une boule au ventre permanente. Aux États-Unis, c'est l'inverse. La relation de travail est avant tout un contrat, souvent at will, c'est-à-dire que tu peux être viré du jour au lendemain. La culture est ultra individualiste et court-termiste. Pour un manager, supprimer 50 postes grâce à une IA, c'est un bon point sur son CV, un bonus à la clé. Les conséquences sur la ville où vivent ces 50 personnes, c'est le problème de l'État, pas de l'entreprise. Cette mentalité explique la violence sociale du choc. L'Estonie, elle, partait d'une page presque blanche après l'ère soviétique. Ils n'avaient pas de gros groupes industriels à protéger, ni de syndicats puissants. Mais ils avaient une urgence, faire fonctionner un État moderne avec peu de moyens et peu de gens,
Leur culture est devenue pragmatique et numérique, l'objectif n'était pas le profit, mais l'efficacité du service public. L'IA était une solution évidente pour faire plus avec les mêmes effectifs. En France, on est coincé entre ces modèles, on a une culture syndicale forte, mais souvent conflictuelle, pas autour de la table pour co-construire l'avenir. On a une peur viscérale du changement technologique, vu comme une menace, pas comme un outil. Et on a un État centralisateur, lent, qui pense la formation et l'aménagement du territoire avec des années de retard. Le risque, c'est de subir le pire des deux mondes, des suppressions de postes à l'américaine dans le privé, sans la flexibilité du marché du travail. Et un service public qui se dégrade, faute d'avoir su moderniser les métiers comme en Estonie. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait copier en France? L'idée n'est pas de tout importer, mais de piquer les bonnes idées. D'abord, l'idée estonienne de l'IA comme assistant public. Imagine un agent au guichet de la CAF ou des impôts dans une sous-préfecture. Au lieu de passer son temps à chercher des dossiers papier ou à ressaisir des informations, une IA lui prépare le dossier, lui signale les incohérences. Il peut enfin faire son vrai métier, expliquer, accompagner, prendre une décision humaine sur un cas complexe. Ça rendrait ces postes en province moins ingrats et ça améliorerait le service pour toi quand tu as une démarche à faire. Ensuite, le principe suédois de la formation intégrée. Quand une banque ou une assurance déploie un nouvel outil qui automatise 30% des tâches d'une équipe, la loi pourrait obliger à réinvestir l'équivalent d'une partie des économies réalisées dans la formation de cette même équipe. Concrètement, ça veut dire que la caissière qui devient conseillère clientèle augmentée garde son boulot et peut-être même obtient une augmentation parce qu'elle fait un travail plus qualifié. Mais les obstacles sont énormes. Le premier, c'est l'argent. Qui paye cette formation massive? L'État est endetté, les entreprises rechignent. Le deuxième, c'est la fracture territoriale justement. Les formations qualifiantes, elles sont souvent à Paris, Lyon, Toulouse. Pour un employé administratif de Charleville-Mézières ou de Saint-Étienne, faire une formation de 6 mois dans une métropole, c'est souvent impossible. Logement trop cher, famille à charge. Si on ne décentralise pas la formation, on aggrave la fracture. Le troisième obstacle, c'est culturel. En France, on a tendance à voir l'innovation comme une menace pour le statut. Un cadre moyen peut voir d'un mauvais œil une IA qui rend son équipe plus efficace par peur de perdre son autorité. Un syndicat peut refuser par principe toute discussion sur la transformation d'un poste, de peur que ce soit un cheval de Troie pour des suppressions. Il faut réussir à créer un dialogue de confiance, et ça, c'est peut-être le plus difficile. Mais il y a une dernière piste plus simple qui dépend de chacun de nous. La leçon principale, après ce tour du monde, elle est simple mais cruelle. La vraie bataille avec l'IA, ce ne sera pas l'homme contre la machine. Ça, c'est du cinéma. La vraie bataille, c'est ceux qui savent utiliser l'outil contre ceux qui le subissent. Et cette ligne de fracture, elle recoupe toutes les autres. Elle sépare les métropoles des périphéries, les diplômés des non-diplômés, les insiders des outsiders. Pour toi, concrètement, ça veut dire quoi? Si tu es secrétaire médical, assistant administratif, téléconseiller, employé de back-office, ton job va changer radicalement dans les 10 ans. La question n'est pas est-ce que je vais être accompagné pour évoluer ou est-ce que je vais être jeté comme un Kleenex usagé. L'enjeu, c'est ton pouvoir d'achat, ton loyer, ta capacité à prévoir un avenir pour tes enfants. Le modèle à suivre, c'est celui où l'IA devient ton collègue le plus rapide et le plus chiant, qui fait le boulot répétitif à ta place. Toi, tu gardes ce qui est humain, le jugement, la relation, la gestion des exceptions, l'empathie. C'est ça, le job de demain. Mais pour y arriver, il faut une chose que la France a du mal à offrir. Une formation continue digne de ce nom, accessible partout, reconnue et financée. En attendant que les politiques se réveillent, la seule arme, c'est la curiosité. C'est de s'intéresser à ces outils, même si ça fait peur. C'est de demander à ton employeur quelle est sa stratégie, c'est de ne pas considérer ton poste actuel comme acquis, mais comme une base à faire évoluer. Parce que le pire scénario, ce n'est pas que l'IA prenne ton travail, c'est que ton voisin, qui a pris le temps de comprendre comment l'utiliser, prenne ta place. L'avenir ne sera pas écrit par les robots, mais par ceux qui auront appris à leur donner des ordres. Le choix est là, faire partie des pilotes ou du paysage qu'on survole. En résumé, l'IA va bouleverser des milliers de jobs de bureau, surtout en province et en périphérie, là où ces postes sont des amortisseurs sociaux. La différence se jouera entre les pays qui forment et les pays qui licencient. Pour toi, ça signifie que la sécurité ne viendra plus de ton poste, mais de ta capacité à évoluer avec l'outil. Concrètement, ton budget, ton loyer, ta capacité à faire face à l'inflation dépendront de ça. Soit tu deviens la personne qui pilote et contrôle l'IA, soit tu deviens la variable d'ajustement que l'IA rend obsolète. L'État et les entreprises ont une énorme responsabilité, mais en attendant, la balle est aussi dans ton camp. Est-ce que tu sens que ton entreprise ou ton administration prépare ce virage, ou est-ce qu'elle fait l'autruche? Et toi, tu te vois plutôt pilote ou passager dans ce changement? Partage ton avis en commentaire.